Salut à toi, pensée du jour numéro 86. Aujourd'hui on parle coordination et les trois pompes qu'on a dans le corps pour faciliter la circulation du sang. Avant d'aller plus loin, question du jour. Pour toi, quelles sont les trois pompes et quels sont leurs rôles dans la circulation sanguine? Donc je te laisse quelques instants pour noter la réponse dans les commentaires. Ça nous fait un petit quiz aussi. Bonjour. Donc quelles sont les trois pompes et à quoi servent-elles? Ça va être un des sujets abordés aujourd'hui. Donc on commence toujours en général par parler du cœur quand on parle de la pompe. C'est un petit peu la pompe par excellence. Mais aujourd'hui, pour changer un petit peu la perspective, on va commencer depuis une autre pompe ou un autre système de pompe qui est le système musculaire. Pourquoi commencer par le système musculaire quand on parle de pompe? Parce que du point de vue de l'exercice, si on passe d'un état de repos à un état d'activité physique, ça va commencer au niveau du muscle, ça va commencer au niveau des contractions musculaires, ça ne va pas commencer au niveau du cœur. Ce n'est pas le cœur qui décide qu'on commence à faire quelque chose, c'est notre cerveau qui commande et qui va ordonner les muscles pour qu'ils se contractent et pour produire de la force et générer du mouvement. Et donc cette contraction va engendrer quoi? Elle va engendrer une utilisation de l'oxygène de manière quasi instantanée, et on va aussi avoir tous les mécanismes de signalisation, que ce soit métabolique, que ce soit autonomique, que ce soit mécanique aussi, qui vont ensuite faciliter une augmentation du flux sanguin pour faire en sorte qu'on puisse continuer à alimenter notre muscle en oxygène, pour parler simplement. Au niveau de la signalisation, on a notamment une vasodilatation qui se fait au niveau des artères. On va avoir une vasoconstriction qui se fait au niveau du système veineux pour faciliter le retour veineux, donc le retour du sang qui a été désoxygéné vers le cœur pour ensuite être réoxygéné au travers des poumons. On a aussi une augmentation de la fréquence cardiaque qui va faciliter cette augmentation de la pression sanguine et du flux sanguin. Et on a également au niveau du muscle, comme vous l'aurez compris, le muscle c'est une pompe, parce que quand ça contracte et ça relâche, ça pousse le sang, puis après ça le laisse repasser. Et donc ce système de pompe musculaire est présent dans tout le corps et facilite le retour veineux, donc repousser le sang qui a été utilisé ou qui n'a plus d'oxygène, dont l'oxygène a été utilisé pour le retourner vers le cœur, les poumons, et la boucle recommence. Donc je pense que cette idée de pompe musculaire, elle est très importante. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une analogie que j'aime beaucoup de la part d'Evan, qui parle du fait qu'en CrossFit par exemple, on veut essayer de faire en sorte que tous les mouvements soient cycliques. Donc on voudrait faire en sorte que tous les mouvements de CrossFit qu'on doit effectuer, on peut les effectuer comme si on faisait du vélo à 150 watts en continu, à 80 BPM ou 80 tours par minute. Donc cadence normale et sans contraction musculaire excessive, de façon à garder un flux sanguin constant au travers du muscle pour continuer à alimenter les contractions musculaires par le biais de la respiration cellulaire, très simplement. Donc on veut optimiser ce côté-là des choses, on veut essayer d'avoir un maximum de flux sanguin, surtout quand on parle d'une activité qui va être en continu. Quand on parle d'événements de force, là c'est clair que on va devoir créer beaucoup plus de tension au niveau musculaire pour générer cette force. On a bien sûr le côté métabolique au niveau utilisation de l'oxygène, respiration cellulaire, mais on a aussi le côté nerveux, bien sûr, qui a un plus gros impact dans ce cadre-là. Et donc ces fortes contractions musculaires qui vont restreindre le flux sanguin, qui vont couper le flux sanguin, qui peuvent couper soit le retour veineux, soit même l'apport au niveau artériel. Ça va dépendre de la tension qui est générée. Donc si on veut avoir une activité en continu, on veut éviter ce genre de réaction. On veut donc quoi? On veut une coordination neuromusculaire optimale, c'est-à-dire générer la tension, générer la force que l'on veut pour l'activité donnée, mais pas plus. C'est-à-dire que si on fait des air squats, on ne veut pas nécessairement créer de la tension comme si on faisait un squat à 150 kg. Parce que, 1, ça va gaspiller de l'énergie, et 2, ça va avoir un impact négatif sur le flux sanguin, sur le retour veineux. Et ça, donc on passe à cette partie ensuite. On a parlé de la pompe musculaire, donc on passe à la prochaine pompe.
Donc une fois que le sang il a été désoxygéné, bonjour, on repart, le sang repart au niveau du système veineux pour retourner vers le cœur, vers le ventricule droite du cœur. Et dans ce processus, surtout quand on parle des membres inférieurs ici, donc la veine cave inférieure qui va ramener le sang depuis les muscles du bas du corps vers le ventricule droite, et ben on a cette deuxième pompe maintenant qui rentre en ligne de compte après la pompe musculaire. C'est la pompe thoracique ou la pompe respiratoire. Donc comment ça marche la pompe respiratoire ou la pompe thoracique suivant comment on veut l'appeler? Et ben très simplement on a un diaphragme qui est on va dire à peu près au milieu et ce qui se passe c'est que pendant l'inspiration et l'expiration on va avoir des changements de volume et donc des changements de pression au niveau de la cavité intrathoracique et de la cavité intra-abdominale. Donc on peut bien se le représenter, quand on inspire, on contracte le diaphragme qui est comme une coupole vers le haut, comme un bol mis à l'envers, qui s'attache au niveau de notre colonne, mais aussi à l'intérieur au niveau des côtes. Et ce qui se passe quand on inspire, c'est qu'on va contracter le diaphragme vers le bas pour augmenter le volume intrathoracique, qui fait donc baisser la pression intrathoracique, qui produit donc un delta, une différence entre la pression intrathoracique et la pression atmosphérique. Et donc on a donc ce gradient, je ne sais pas comment on appelle ça en français, aidez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. On a donc ce différentiel de pression entre l'air ambiant ou l'extérieur et la cavité intrathoracique, ce qui fait que donc l'air va entrer dans nos poumons, on crée un vide. Et ce vide est rempli donc par l'air environnant, ce qui produit l'inspiration. Donc de manière simultanée, on a une augmentation de la pression, on a une réduction du volume intra-abdominal et donc une augmentation de la pression intra-abdominale. Et maintenant on peut y penser, sur l'expiration, cette pression va s'inverser. On va expirer, donc le diaphragme va se relâcher. Si c'est pendant l'effort, on a aussi les muscles respiratoires expirateurs qui vont se contracter pour comprimer la cage thoracique et pour éjecter plus d'air plus vite. On a donc une augmentation de la pression intrathoracique et une baisse de la pression intra-abdominale. Et cet effet de va-et-vient du diaphragme et ces deux cavités intrathoraciques et intra-abdominales vont produire un effet de pompe justement sur le système veineux qui va aider à retourner le sang désoxygéné vers le ventricule droite du cœur. Là, si on veut parler avec un petit peu plus de détails, on peut même aller jusqu'à parler de l'influence de la respiration sur la pression au sein même du cœur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on inspire et qu'on a une baisse, j'espère que vous m'entendez, il y a un petit peu de vent, qu'on a une baisse au niveau de la pression intrathoracique, on va également avoir une baisse de la pression à l'intérieur du ventricule droite, ce qui va créer ce différentiel, encore une fois. Il y a beaucoup de ces aspects de différentiel dans le corps quand on parle de circulation, même quand on parle du transfert de l'oxygène depuis l'hémoglobine vers la myoglobine et vers les muscles. Ça se passe tout avec des différentiels de pression. Et donc ce différentiel de pression entre la cavité droite, le ventricule droit du cœur et le système veineux qui va donc faire remonter le sang, repousser le sang vers le haut. Et donc cet effet de pompe thoracique, de pompe respiratoire qui ramène le sang, qui aide à ramener le sang. Et donc là, avant, on a parlé de coordination neuromusculaire au niveau des contractions musculaires et optimiser ce côté-là des choses. Encore une fois, j'espère que le vent ne fait pas trop de bruit dans le micro. On veut optimiser cette coordination neuromusculaire, mais on veut également donc coordonner la respiration pour avoir une pompe thoracique la plus efficiente possible, pour retourner un maximum de sang désoxygéné vers le cœur, pour réoxygéner ce sang, pour le repousser dans le système. Mais on peut voir que si on perd notre coordination au niveau respiratoire, ça va avoir un impact considérable sur le retour veineux. Bonjour. Ce qui va limiter la précharge du cœur et qui va donc limiter le volume d'éjection systolique maximum également, comme conséquence directe de ça. Donc maintenant on a le sang qui est revenu vers le cœur, le ventricule droite qui va pousser le sang autour des poumons pour être réoxygéné, qui revient ensuite dans notre ventricule gauche, et donc on a la pompe par excellence, le cœur, la troisième pompe dans ce cadre-là. Si on part du muscle comme la première pompe,
la respiration comme la deuxième et le cœur comme troisième pompe. Et donc encore une fois, on a cet effet du retour veineux sur la précharge du cœur. Donc à quel point on va pouvoir remplir notre ventricule droite, à quel point on va pouvoir remplir notre ventricule gauche pour ensuite éjecter ce sang et pouvoir produire un maximum de pression et un maximum de flux sanguin dans le système. Donc on comprend bien maintenant que plus on est coordonné dans notre façon de recruter notre système musculaire, plus on est coordonné dans notre façon de respirer et plus on va avoir un effet positif sur le retour veineux et donc sur le rendu au niveau cardiaque, ce qui va à son tour avoir un impact positif sur le système de manière globale. Donc ça c'est un concept qui me semble très intéressant parce qu'on parle d'efficience, on parle de ces contractions musculaires dans le cadre du flux sanguin et la coordination du cœur, c'est clair qu'elle est en très large partie automatique. C'est pas nous qui décidons combien de battements par minute on va faire. Est-ce qu'on peut avoir un contrôle conscient du cœur? J'ai pas assez creusé la question pour avoir un avis absolument coupé là-dessus. Je dirais que dans une certaine mesure on peut, et je pense qu'il y a certaines pratiques qui montrent qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais encore une fois j'ai pas fait beaucoup de recherches donc je veux pas non plus trop m'avancer sur la question, mais on va dire que des trois pompes qu'on a à disposition pour faciliter le flux sanguin et la distribution de l'oxygène et l'extraction de produits dérivés comme le CO2 et les ions d'hydrogène, c'est clair que la pompe respiratoire, la pompe thoracique et la pompe musculaire sont les deux sur lesquels on a le plus de contrôle et sur lesquels on peut avoir le plus d'impact. Donc avoir une coordination neuromusculaire efficiente par rapport au mouvement qu'on est en train de faire pour faciliter le retour veineux sans nécessairement produire trop de tension et donc restreindre le flux sanguin, avoir une respiration coordonnée pour encore une fois optimiser ce retour veineux vers le cœur et ensuite comme on a dit le cœur on ne peut pas vraiment le changer. Par contre, est-ce qu'on peut changer ses propriétés mécaniques? Absolument. Est-ce qu'on peut avoir un cœur qui est plus fort, qui pousse plus fort? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des ventricules? Alors ventricule droite, il faut que je creuse encore un peu, mais ventricule gauche, est-ce qu'on peut l'hypertrophier? Est-ce qu'on peut le rendre plus grand? Absolument. De cette manière, il va pouvoir contenir plus de sang et sur chaque battement de cœur, on va pouvoir éjecter plus de sang pour continuer à faciliter cette distribution de l'oxygène dans le système. Donc j'arrive au bout de cette petite réflexion sur les trois pompes. Donc je me réjouis de voir qui a pu répondre dans les commentaires au niveau du nom des pompes et de la fonction des pompes si vous la connaissiez avant. Personnellement le concept de pompe thoracique et de pompe musculaire, c'est des choses que j'ai découvert très récemment mais qui me paraissent tout à fait évidentes une fois qu'elles sont mises en contexte. Je pense que c'est toujours ça le plus important, c'est de mettre les choses en contexte, mais donc de comprendre le fonctionnement de ces trois pompes, de comprendre que c'est pas juste la pompe, c'est pas juste le cœur qui fait le travail, on a tout le reste du système qui participe également, et donc il y a plusieurs points d'optimisation possibles dans cette boucle-là à ne pas négliger. C'est tout pour aujourd'hui, bon dimanche à toi, et à tout bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.